Alors aujourd'hui, on va effectivement voir ce thème bienveillance, respect, gestion des comportements toxiques. Je vais faire un lien d'emblée avec la notion de performance durable. Pourquoi? Vous avez des institutions, alors imaginons, je vais prendre des exemples théoriques, hein. Donc vous avez une business school où justement c'est plutôt, on va dire, pépère. Ça existe encore. Donc, je dirais que globalement, les gens, quand vous allez les voir, ils vous disent tout va bien, il n'y a pas trop de tension, il n'y a pas trop de charge de travail. Bon, comme on est plus ou moins dans une forme de grande qualité de vie au travail, il n'y a pas de gros conflits. Et puis on a un management qui est plutôt cool. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? On manque de performance opérationnelle. C'est-à-dire qu'on nous laisse tellement tranquille quelque part que ce qui s'est passé au fur et à mesure des années, c'est qu'on a du mal à être dans l'efficacité. Là, dans ce type de situation, quel va être le risque pour l'institution? C'est de rentrer dans le risque de crise économique. C'est-à-dire que là, finalement, il y a de la qualité de vie au travail, mais elle se fait au détriment de l'efficacité. Et à un moment donné, du coup, l'organisation ne s'adapte plus à l'environnement. Pourquoi je vous dis ça? On peut avoir des tensions, du manque de respect qui va être lié à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une difficulté qui est qu'il y a des gens dans cette institution qui vont quand même essayer de bien faire leur travail. Mais comme il n'y a pas de management de la performance, quand ils font bien leur travail, est-ce qu'ils sont récompensés? Non. Et quand les autres ne font rien, est-ce qu'on leur dit quelque chose? Non. Voire même à qui on refile les dossiers de merde. Vous me comprenez? Voilà. Mais c'est des exemples théoriques, hein, on est d'accord. Deuxième situation, imaginons, vous avez une nouvelle équipe de management qui arrive, là, qui dit on va redresser la barre. Hein, parce que là, le manque de performance, c'est quand même le combat mondial, tout ça, donc il faut y aller. Donc là, performance opérationnelle, un maximum. Faut que ça bosse, faut être efficace en permanence. Sauf que, bon, dans cette nouvelle culture, le respect, la bienveillance, le fait que les gens sont des gens, quoi, des personnes, c'est devenu peut-être un peu moins important. C'est surtout des ressources. Hein, il faut optimiser les ressources. C'est un actif stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à être dans des relations qui sont plus tendues. Et puis, au contraire, là, on commence à évaluer en permanence les individus. On essaie de regarder qui travaille pas. On va à la pêche aux infos, comme ça, on devient quelque part maltraitant. Bon. Vous avez une vraie performance opérationnelle. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la qualité de vie? Elle baisse. Et donc, vous avez une vraie performance économique, mais les gens sont en souffrance. Ce qui veut dire quoi? Qu'ils vont s'adapter, mais au détriment de leur propre bien-être. Et ça va créer, ce qu'on va voir tout à l'heure, des dettes psychologiques, c'est-à-dire une forme de souffrance qui, à un moment donné, va se transformer en colère. Je souffre, donc à un moment, je réagis. Comme je réagis, qu'est-ce qui se passe? Je discute avec les autres. Et puis, progressivement, cette colère va devenir collective. C'est-à-dire que ça va devenir une colère partagée, et les dettes psychologiques vont se transformer en rumeurs. Et là, vous allez voir que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une dynamique paranoïaque de groupe. C'est-à-dire que dans le collectif, on va dire qui est responsable. Qui est responsable de cette souffrance? Qui est le méchant? Et donc, toute la dynamique relationnelle va tourner autour de qui est le méchant. Donc, on va chercher le bouc émissaire. Ça peut être le patron de l'institution. Ça peut être les chefs de service, ça peut être quelqu'un dans son service, mais en tout cas la dynamique fondamentale qu'on va avoir, ça va être une dynamique du bouc émissaire. Comme on va rentrer là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un risque de crise sociale, c'est-à-dire que soit vous allez avoir une baisse quelque part de l'efficacité parce que les gens sont malades ou vont baisser en productivité, soit il y a des départs, soit carrément il peut y avoir une grève, il peut y avoir du présentéisme, c'est-à-dire que les gens sont là mais travaillent moins. Oui, ça va se transformer progressivement en mouvement social. Il peut y avoir une minorité active qui commence à embêter la direction. Vous voyez, il va y avoir un phénomène collectif pour lutter contre cette difficulté qui est ressentie par les personnes. Donc on va avoir une crise économique qui va être liée à cette crise sociale. Et là, le risque, c'est de tomber dans quoi? Risque de disparition ou de dilution. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une crise sociale ou une crise économique. Comme on n'a pas bien fait l'accompagnement de cette situation, ça perdure. Donc du coup, il n'y a plus beaucoup de leviers.
Et là, j'ai envie de dire, parfois on m'appelle et on me dit, ça serait bien de faire une démarche, quand on est là-dedans. Et je dis, bon, on est plutôt sur l'intervention de la dernière chance, parce que là, les leviers sont quand même assez compliqués. Pourquoi? Parce que plus on est là-dedans, plus on va non pas chercher les marges de manœuvre sur comment on fait en sorte que ça aille bien, on va chercher surtout qui est responsable. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la performance si on n'arrive pas à gérer ces problématiques de relation au travail et derrière de qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce que les deux vont ensemble. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Généralement, qu'est-ce qu'on me dit? Surtout au niveau des décideurs. On fera ça quand on a le temps. Vous voyez, c'est un sujet qui est considéré comme périphérique. Le fait que ça se passe bien entre les personnes, la vie au travail, la santé psychologique au travail, tous ces sujets-là sont considérés comme après le business. La réalité, c'est que les deux vont ensemble. C'est impossible d'avoir une performance durable si on n'arrive pas à avoir cet équilibre entre bien-être et efficacité. Ça, c'est vraiment le créneau qu'on essaie de défendre au niveau de nos interventions. Qu'est-ce que le respect au travail? Quand on réfléchit à cette notion de respect au travail, parce que souvent on dit, bon, tu manques de respect, mais on n'est pas très clair sur ce que ça veut dire. Si on prend l'étymologie du terme, hein, c'est vraiment un contrat. Le respect, c'est un contrat qui est souvent d'ailleurs implicite dans nos rapports. Donc moi, je nomme ça un contrat psychologique. Alors, si on regarde concrètement au travail, le contrat psychologique entre une personne et un collectif, il va être sur trois choses. Un, quand je viens travailler, j'ai envie quand même qu'on respecte mon intégrité physique et morale. C'est-à-dire qu'implicitement, je ne m'attends pas à ce que les bâtiments s'écroulent ou qu'on me tape dessus quand je n'ai pas bien fait mon travail ou qu'on me harcèle. C'est-à-dire que quand je parle de respect, ça inclut cette notion d'intégrité de la personne. Et dès que ce contrat est rompu, je sens de l'irrespect. Deuxième notion de ce contrat, tout ce qui est règles, politesse, considération. C'est-à-dire que oui, quelque part on a des règles sociales qui sont basées sur l'objectif de dire tu es une personne, je te reconnais comme telle. J'arrive le matin, on me dit bonjour. Si on ne me dit pas bonjour, qu'est-ce qu'on est en train de me dire socialement? Tu n'existes pas. Et c'est extrêmement important, surtout d'ailleurs dans la culture latine, de respecter ces codes. Et puis le troisième point, c'est la reconnaissance. Et on verra qu'il y a beaucoup de choses autour des relations, du sentiment de respect, des conflits qui sont autour des dettes de reconnaissance. On ira en approfondissement sur cette notion. Alors, sur la reconnaissance, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Un, on reconnaît ma position sociale. Typiquement, ça peut arriver dans une famille. Hein. Vous savez que, bon, je suis ton père, tu me respectes. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Je dis ça, j'ai 2 filles. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai une position, il y a une hiérarchie, tu la respectes. Ouais, tu respectes ma position sociale. Combien de fois il y a des conflits parce que quelqu'un n'a pas respecté le rôle de l'autre? Ouais, derrière, c'est la reconnaissance de la position sociale qu'on met des fois beaucoup de temps à avoir et avec beaucoup d'efforts. Donc on a quand même envie que les autres la respectent. Sa contribution. Bon, ben voilà. Souvent, les personnes dans une école du back-office, des fonctions administratives, est-ce qu'elles ont l'impression qu'on les considère, on va dire, au juste niveau de leur contribution par rapport au professeur? Bon, je m'en vais. C'est la question à ne pas poser. Il y a du vécu. Oui, dans le sens où c'est ce qu'on appelle, on parle de travail invisible. C'est-à-dire que le seul moment où on vient voir l'administratif, c'est quand ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, bah alors comment ça se fait qu'il n'a pas pu s'inscrire sur tel truc? Pourquoi tu n'as pas fini tel dossier? Oui, mais le fait que tous les mois la fiche de paye soit réglée, que ça roule, on ne va pas voir en disant, ah, bravo, merci, hein. Tu as réglé ma fiche de paye. Donc ça peut entraîner quoi? Un sentiment de manque de reconnaissance et de manque de respect de sa contribution. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets de moi-même pour que le travail, ça tourne? Et c'est pas, quand on fait bien son travail, on ne met pas uniquement, on va dire, on n'est pas là en train de faire son travail comme un emploi, c'est-à-dire uniquement pour gagner son chèque à la fin du mois, on met souvent du personnel. Et cet aspect personnel, il a besoin d'être reconnu. Hein. Souvent, je dis, on a un musée à faire visiter. Ça, c'est important. Et puis, bah, effectivement, il y a la notion du coup de reconnaissance du travail. C'est-à-dire, quand je fais bien mon travail, bah, j'aimerais bien qu'on vienne visiter ce musée, qu'on s'intéresse à ce travail.
Le pire manque de respect, quand même, hein, pour les personnes qui s'en plaignent, c'est qu'il n'a pas respecté mon travail. Ouais, du type, j'ai passé 2 jours sur un dossier, je l'envoie à mon chef, et il regarde 5 minutes, il ne me fait pas de retour, ok, et après il me dit, bah, finalement, c'est pas important. Là, on se sent bien, hein. Ouais, là, typiquement, on est sur un marqueur d'irrespect. Donc, il y a une notion de contrat psychologique, c'est-à-dire, on préserve mon intégrité physique et morale, on respecte des règles de politesse qui sont des codes moraux qui permettent de dire « j'existe en tant que personne » et on reconnaît mon travail de manière générale au niveau de la position sociale. Ça, c'est vraiment, je dirais, les 3 points les plus fondamentaux du respect. Alors, on va voir tout ça va avoir une incidence sur notre positionnement au travail. Je vais vous donner une petite matrice, je vous donnerai quelques exemples, encore une fois, complètement théoriques, sur un positionnement dans cette matrice. J'ai croisé 2 choses. C'est une matrice que j'utilise régulièrement dans les entreprises. 2 dimensions. La première dimension, c'est l'engagement. Vous allez voir, il y a un lien avec le respect, hein. Donc, plus je suis engagé, plus je m'attends à ce qu'il y ait du respect. Vous voyez, il y a un lien très fort entre les deux. Si j'en ai rien à faire de l'endroit dans lequel je suis, je vais être beaucoup moins sensible aux marques d'irrespect. Donc l'engagement va avoir un impact. Qu'est-ce que c'est l'engagement? C'est un lien émotionnel. Souvent, on n'est pas très clair là-dessus. C'est quoi l'engagement? C'est le fait de vivre des émotions pour quelque chose, pour quelqu'un. Si je passe devant cette bouteille, bon, a priori, elle ne me suscite aucune émotion. Bon, sauf que là, j'ai très soif, donc elle peut en susciter. Mais a priori, vous voyez, elle n'est pas dans mon champ de conscience, il n'y a pas d'engagement. Quand je suis engagé positivement, je vais être sur le plaisir, l'enthousiasme, sur des émotions plutôt positives. Okay? Donc là, ça va être plutôt l'engagement fort. Un engagement faible, ça va être quoi? Je suis frustré, je suis énervé, je suis en colère, ou je suis ennuyé. Vous voyez, il y a quand même de l'émotion, mais c'est plutôt sur un versant négatif. Ah, donc ça veut dire quoi si on prend un lien avec le couple, par exemple? Quand vous êtes en train de vous engueuler dans le couple, il y a encore de l'engagement. A priori, c'est pas complètement fini. Ouais, c'est plutôt bon signe. Le jour où vous regardez comme ça, vous dites, bon, là, vous êtes dans la phase de désengagement, vous voyez. Donc si vous engueulez, c'est bon signe. Voilà. Donc, souvent, c'est ce que j'explique aux anglo-saxons, je leur dis, quand les Français râlent, c'est qu'il y a de l'engagement. On va croiser ça avec l'employabilité. Qu'est-ce que c'est l'employabilité? C'est le sentiment d'être désirable et utile pour son marché ou pour son entreprise. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que si je pars, par exemple, à Grenoble Management School, je vais trouver du boulot facilement. Et 2, j'ai l'impression que ce que je fais moi, de manière générale, c'est extrêmement utile pour l'institution. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en interne, j'ai le sentiment que ce que je fais, c'est une bonne contribution, que c'est utile. Donc quand je suis là-dedans, je vais me sentir employable. Pourquoi je vous dis ça? Imaginons un prof qui arrive, je vais prendre plusieurs exemples. Un prof qui arrive, un jeune prof. Bon, alors a priori, il se sent extrêmement employable. Bon, il arrive, il a toujours rêvé de travailler à Grenoble Management School. Donc il arrive, il est extrêmement engagé. C'est magnifique, le campus, les montagnes, il est ravi. Donc là, il va être en extra rôle. Ça veut dire quoi? Il est en train de marcher dans les couloirs, là. Bon, imaginons qu'il y a des étudiants qui, par hasard, ont jeté pour une fois un papier par terre. Il le voit, là, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse. Est-ce que c'est dans sa fiche de poste? Non, il le fait. On lui dit, tiens, il y aura une réunion pédagogique transversale à 19 h demain, est-ce que tu peux le faire? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas forcément dans sa fiche de poste, c'est une réunion de travail, il va le faire. Il est en extra rôle. C'est-à-dire qu'il est prêt à faire naturellement beaucoup plus que ce qu'il y a dans son contrat de travail. Pourquoi? Parce qu'il fait les choses par plaisir. Il est en motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'il fait les choses parce que ça a un sens pour lui. Bon, imaginons, donc il publie beaucoup, il fait des cours en plus, mais il est dans une équipe où, par exemple, ses collègues se sentent éventuellement en rivalité. Ils disent, oh là là, ce petit jeune là qui pourrait nous piquer notre place, ça va pas. Imaginons qu'ils sont en plus dans une équipe, imaginons avec alors je ne sais pas c'est quoi, un chef de service, ça serait un chef de labo chez vous, chef de département.
qui n'est pas très bon manager, quoi, qui aime bien l'expertise, donc le management. Bon, quand il y a des conflits, quand il y a des difficultés, il a plutôt tendance à ne pas être là. Il y a beaucoup de conférences à l'étranger, donc il est dans une équipe qui n'est pas terrible, quoi, en termes de respect. Là, je vous prends que des exemples théoriques, hein, mais d'accord. Bon. Donc il bosse comme ça, comme un malade, il fait les autres, et puis en plus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ses collègues, quand ils ne bossent pas, bah, ça ne change pas grand-chose, quoi. Alors, à la fin de l'année, il a quand même un entretien annuel d'évaluation. Hein. Mais son chef de département lui dit, bon, écoute, j'ai pas le temps, est-ce qu'on peut faire ça par mail parce que je suis encore à Tokyo, là, donc... Alors, il sent quand même qu'il commence à avoir quelques petits symptômes de burn-out. Mais tout le monde s'en fout. Ça se voit bien, les grosses cernes, il est fatigué, il commence à... Quand même, il a beaucoup donné pour l'institution. Donc, est-ce qu'on est dans le respect, là, au niveau du contrat psychologique, par rapport à ce qu'il donne? Bon, mais il est très engagé vis-à-vis de l'institution. Okay, ça dure 1 an, 2 ans. S'il continue sur le même rythme-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Burnout. Alors, première option, il pète les plombs. C'est-à-dire, entre ce qu'il a donné et ce qu'il a reçu, il y a un tel décalage que son système limbique, son cerveau émotionnel, là, il est en permanence sous tension. Ça va générer des dettes de reconnaissance. On y reviendra. Des dettes psychologiques qui, à un moment donné, vont se matérialiser au niveau physiologique dans le cerveau. C'est-à-dire que ça peut arriver, hein, même dans un couple, ça peut arriver, vous pouvez avoir un burn-out quand vous êtes une maman aussi, c'est le décalage entre votre engagement émotionnel et ce que vous recevez en retour. Hein. Moi, le burn-out, je le définis comme ça, il y a plusieurs définitions, mais celle qui me semble la plus claire, c'est un engagement émotionnel qui est maintenu trop longtemps d'un environnement toxique qui n'apporte pas de reconnaissance. Première option. Deuxième option, il est très employable, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ailleurs s'il y est. Donc il s'en va et l'institution a perdu un talent. Troisième option, alors ça nécessite quoi? Qu'il se soit désengagé. Parce que vous savez, ce qui est très... Par exemple, je fais de l'accompagnement de gens en burn-out. Ce qui est très compliqué, c'est que les personnes se surengagent quand elles ont ça. C'est-à-dire que quand vous avez souffert d'un manque de respect dans l'environnement, où pourtant vous donnez beaucoup, pour donner du sens, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous continuez plus de la même chose, en espérant qu'à la fin, vous aurez quand même cette considération. Ouais, c'est ce qu'on appelle une escalade d'engagement. C'est-à-dire, pour vous mettre en cohérence entre le comportement et ce qu'on pense, on continue à faire plus de la même chose. Donc c'est ça le paradoxe. Il y a des gens que vous observez, vous dites, mais bon Dieu, pourquoi il continue? Pourquoi il accélère même? C'est ce phénomène d'escalade d'engagement. Donc, première option, burn-out. Deuxième option, il part. Troisième option, imaginons, il vient d'acheter une maison, il se marie, il a des enfants, bon, il se dit quoi? Voilà. Donc là, il fait quoi au niveau de l'engagement? Il se désengage. Il devient mercenariat. Alors je dis, vous voyez, mercenariat, hein, je ne dis pas mercenaire, parce qu'il ne l'est pas forcément naturellement, et on peut être en mercenariat à un moment donné de manière tout à fait adaptée. Ça veut dire quoi? Il est en train de marcher, là. Il y a des papiers par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout. On lui dit, il y a réunion à 19h, là. Il dit, ben, je peux pas, j'ai piscine. Hein. C'est-à-dire qu'il va limiter son engagement à sa zone de confort. Donc là, c'est comme si, matériellement, il restait sur une petite île, tranquillement, et qu'il regardait le bateau passer. Alors, imaginons que le bateau, ça soit l'institution, là, qui passe. Lui, il reste sur son caillou. Une business school, ça évolue en permanence. Donc, il faut donner de soi pour s'adapter, être justement capable de suivre ces évolutions. Si la personne reste en permanence dans sa zone de confort, là, sur son petit caillou, le bateau, il est où, finalement? Il est loin devant, il est au large. Hein. Mais lui, là, il est resté sur le caillou. Comment il fait pour y aller? Ben, soit il rame, ou il nage, soit il reste. Parce qu'il se dit, je vais me noyer. Donc du coup, en termes d'employabilité, là, qu'est-ce qui se passe? Ça se dégrade progressivement. Et il sait bien qu'à l'extérieur, il aura du mal à trouver. Donc il se dit, ouh, mais il fait chaud ici, c'est bien. Je vais quand même rester là. Et là, à ce moment-là, il se transforme en une espèce de psychologue économiste.
Ça existe. Parce que, bon, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Même s'il contribue moyennement, bon, là, on va dire qu'il dit, bon, voilà, je suis un peu bloqué. C'est-à-dire que mon salaire évolue plus, j'ai plus vraiment de possibilité d'évoluer en termes de carrière, je suis un peu bloqué sur mon île. Mais bon, moi, j'aimerais bien quand même un peu augmenter chaque année. C'est normal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, chaque année, c'est pas forcément explicite ou conscient, hein, mais chaque année, j'en fais de moins en moins à salaire égal. Donc, je gagne de plus en plus. Ça s'appelle le présentéisme. C'est-à-dire, progressivement, vous allez avoir une baisse de productivité en dehors de la norme. On est en dessous de la norme. Là, on est quand même sur le minimum. Là, on est en dessous. Et là, on est au-dessus. C'est-à-dire que là, chaque année, pour dire, bah, quand même, je ne suis pas bloqué dans ma cage dorée, j'en fais de moins en moins à salaire constant. Donc, je gagne de plus en plus. Hein, vous savez, c'est un principe de gestion. Si je ne peux pas augmenter le chiffre d'affaires, j'augmente la rentabilité. Voilà. Donc, c'est des bons gestionnaires. Alors, imaginez, bon, ça n'existe pas, hein, on est d'accord, vous n'en avez pas, surtout dans une école comme la vôtre. Imaginons qu'il y a des gens en présentéisme là, hein, et que vous avez un management qui, globalement, n'aime pas vraiment le management. Du type, imaginons, des profils experts, à qui un jour on a dit, tu es manager, et ils se sont dit, ah, c'est bien pour évoluer au niveau hiérarchique, mais alors, ils n'aiment pas tellement gérer les relations humaines. Bon, ils se retrouvent dans cette situation-là, à gérer. Qu'est-ce qu'ils font? Ah si, ah non, ils font pas rien. Ah non, 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 ils font pas rien. Il faut pas être... non, non, ils vont voir les gens en extra-rôle et leur disent, tu peux faire. Ils refilent le bébé aux extra-rôles. Oui, mais ils leur disent, tu es autonome. Hein? Tu es autonome, toi. Qu'est-ce qu'ils font pour les gens en présentéisme? Ils font à la place d'eux. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un beau système qui est, plus tu bosses, plus tu es engagé, moins on s'occupe de toi, et plus on te refile le travail de merde. Voilà. Mais si tu pouvais rester motivé dans la durée, ça serait bien. Donc du coup, là, les gens qui sont là, quand ils observent tout ça, qu'est-ce qu'ils se disent en termes de respect? C'est quoi la pensée automatique, là? Allez, lâchez-vous, il fait chaud, là. On se fout de ma gueule. Hein? C'est pas ça? Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Alors, vous voyez qu'il y a encore une case. Imaginons, bon, parce qu'on a parlé aussi des comportements toxiques. Imaginons, encore une fois, c'est vraiment théorique. Imaginons, alors, vous allez me dire, alors un prof ou un administratif qui aura des comportements vraiment, par exemple, colériques, très facilement, sous-polais, difficiles à cadrer, bon, qui s'énerve facilement, et en plus qui est nul. Mais tout le monde en a peur. Et cette personne, elle adore l'institution. Hein, elle a marqué Grenoble École de Management, elle a tatoué sur l'avant-bras, là, oui. Elle vient tous les jours en disant, ça fait 25 ans que je suis là, j'adore, c'est ma famille. Bon, mais juste, elle fait peur à tout le monde. Imaginons, elle est dans un service où le manager a été très courageux jusque-là, c'est-à-dire que quand il a fallu la recadrer, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais elle est très très bien, compétente, pas de problème. D'ailleurs, sur l'entretien annuel, il y a marqué quoi? Excellente, si quelqu'un la veut, je la soumets à l'évolution, ça c'est... Non, c'est important, c'est un potentiel quand même. Bon. Et puis, tout d'un coup, on lui met un jeune chef de service, qui n'a pas bien compris le jeu, là, et qui dit « Taillot, Taillot, mais qu'est-ce qui se passe ? Cette dame-là, ou ce monsieur, il est insupportable, il fait mal son boulot. Donc je vais lui dire, bah écoute, ça serait bien quand même que tu fasses ton travail sur des fichiers Excel, comme tout le monde, avec telle méthode, pour justement qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc si tu veux, je te paye une formation, tu vas aller à Grenoble, à Lyon, faire une formation sur le fichier Excel. » Alors la personne revient, elle dit quoi? Ah, chef, merci, c'était super la formation Excel. Ah, je suis content. Ah ouais, maintenant je suis persuadé que ma méthode est mieux. Donc le chef, là, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va faire un entretien dans le garage, là. Alors il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Et en fait, tout ce qu'on devait lui dire depuis 25 ans, on lui dit en une fois. Donc là, elle se dit, mais avant, là, ils m'ont toujours dit que ça allait bien. Pourquoi lui, tout d'un coup, tout va mal? Oh, je sais ce que c'est, ça. C'est du harcèlement.
Allô les délégués du personnel, vous pouvez m'aider parce que là, ça va pas du tout, hein, mon chef, il est en train de me harceler. C'est un exemple théorique, on est d'accord. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez la RH, vous avez l'administration, ils voient le patron, l'école, et on essaie de régler, il y a une enquête. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle capte deux choses. Un, elle va retrouver de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on l'avait un peu mis dans son trou, quoi. Hein. Au bout d'un moment, les gens, elle n'est plus vraiment vers elle. Et là, tout d'un coup, elle a activé des sauveurs autour d'elle. Donc les personnes commencent à lui redonner de l'intérêt, de la bienveillance. On va y revenir là-dessus. Donc premier gain positif, bienveillance. Deuxième gain positif, déresponsabilisation. Si mon travail est mal fait, c'est pas moi, c'est mon chef. Donc je préserve mon estime de soi. Donc la personne, inconsciemment, qu'est-ce qui peut se passer? Elle va devenir accro aux bénéfices secondaires de la position de victime. C'est-à-dire qu'elle a bien capté qu'à chaque fois qu'elle était victime, elle avait ces deux bénéfices secondaires, la bienveillance et la déresponsabilisation. Donc on lui règle le problème avec son chef de service. Qu'est-ce qu'elle fait derrière? Ah, mais vous avez m'avez mis dans un bureau où j'étais avec mon collègue où on s'était engueulé il y a 15 ans. Vous l'avez fait exprès, hein? On rechange le bureau. Ah, mais vous avez vu, c'est quand même à 3 minutes des toilettes. Elle va retrouver en permanence une problématique pour se remettre en position de victime. Pourquoi? Parce que ça lui permet à chaque fois d'avoir ces gains qui sont la bienveillance et la déresponsabilisation. En psychologie, on appelle ça la victimisation. Elle est devenue accro à la position de victime. Et ça peut être conscient ou inconscient. Alors vous voyez que tout ça, c'est très lié à des questions de dette psychologique, à des questions de tension relationnelle qu'il peut y avoir dans une équipe et qui sont liées, in fine, au manque de respect qu'il peut y avoir dans une institution. Alors on va revenir justement sur cette notion de dette de reconnaissance parce que vous allez voir, ça va structurer un peu mon propos sur les conflits. La première dette de reconnaissance, ou la première attente, on pourrait dire, c'est la reconnaissance symbolique. On a trois types d'attentes en termes de reconnaissance. Au travail, on attend que symboliquement, on communique publiquement nos mérites. Ce qu'on appelait considération tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Quand je travaille, j'attends quand même que publiquement, on dise que j'ai fait des efforts et que j'ai obtenu des résultats. Hein, les mérites, c'est les deux. Parce que vous pouvez très bien avoir fait beaucoup d'efforts. Imaginons, vous avez fait beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien la rentrée. Et comme par hasard, il y a toujours des problèmes. Vous n'avez pas forcément, enfin peut-être pas chez vous, mais vous n'avez peut-être pas obtenu tous les résultats, mais par contre, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous attendez, même implicitement, que ça soit reconnu. Alors publiquement, ça peut être ne simplement un bravo. Ça peut être une réunion de travail. Vous voyez, c'est-à-dire que publiquement, c'est que ça parte de l'espace privé. Vous voyez, que ça ne soit pas uniquement dans votre tête, mais que ça soit aussi public. On peut se sentir en dette uniquement là-dessus. Vous pouvez être dans un environnement où vous avez des bonnes perspectives de carrière, une bonne paye, mais aucune considération symbolique. Vous avez quand même beaucoup de managers ou de personnes qui disent « t'es bien payé, ça suffit ». Vous voyez, et on oublie cette dimension qui est essentielle. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nous rappelle à notre condition humaine, à notre place dans un collectif. Le deuxième, c'est la reconnaissance de carrière, obtenir une promotion désirée pour récompense de son mérite au travail. Alors on peut se sentir en dette, parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup donné, et finalement, on ne progresse plus. Ça, c'est un point particulier des écoles, hein. C'est qu'à un moment donné, ça devient difficile de pouvoir évoluer quand ça fait longtemps qu'on est dans une école, et j'ai eu souvent des conflits ou des difficultés relationnelles à gérer dans ce type d'institution, parce qu'il y avait un problème de dette de carrière. Et le troisième, c'est la reconnaissance financière, c'est-à-dire obtenir une rémunération équitable à travail et résultats égaux. C'est-à-dire, oui, effectivement, je travaille, mon collègue d'à côté gagne 10 ou 20% de plus. C'est dégueulasse. Voilà. Alors, quand on emmagasine comme ça des dettes psychologiques de reconnaissance, comment on se sent au niveau émotionnel? C'est quoi l'émotion qui va être au premier plan? La frustration, la colère. Bon, l'injustice. Alors l'injustice, c'est ce qu'on pense. L'émotion, quand je sens de l'injustice, ça va être de la frustration, de la colère.
Bon, ben, il y a un moment donné, quand on emmagasine de la colère, comment on l'évacue là? Alors, on va au sport, on se défoule, bon. Et dans le sport, là, quand on se défoule, on est en train de penser à quoi? On rumine, bon. Et la nuit à 4 heures du matin, là, quand on se réveille, on pense à quoi? Voilà. Et quand on en parle entre collègues, là, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Et quel impact ça a sur la qualité du collectif, le climat entre les personnes, quand il y a ce type de dette? Ben, ça détériore, parce qu'effectivement, on devient suspicieux, puis on devient énervé, on devient en colère, on devient aigri. Vous voyez, ça va avoir un impact. Alors, on va avoir deux choses. Soit ce qu'on appelle en psychologie contextuelle la légitimité destructrice. C'est-à-dire, on se dit, je suis légitime à faire payer à quelqu'un. Ça, vous pouvez le retrouver dans une famille, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, pour donner un exemple, vous avez le père de famille qui s'est fait rabrouer. Alors, je vais faire le truc complètement réact. Donc, moi, j'ai suivi ce qu'il disait hier sur France 2. Donc, le père de famille qui va travailler, son chef ne lui donne pas son augmentation. Il arrive le soir, il est énervé. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? C'est pas bon ce que tu as fait. Ok, c'est très rare que ça, c'est bien. Bon. Ah, bon, voilà. Alors, imaginons que... Voilà. Alors, la femme, elle fait les devoirs avec les enfants. Qu'est-ce qu'elle leur dit? C'est nul, t'es nul. Voilà. Et eux, ils sont énervés. Qu'est-ce qu'ils font avec le chien? Boum! Un gros coup dans le chien. Voilà. Donc, si vous voyez un chien qui fait caille, caille, vous savez que c'est de la légitimité destructrice. Dans une famille, vous pouvez très bien voir ça. C'est-à-dire, typiquement, pour le dire plus sérieusement, quelqu'un, imaginons, qui aurait été maltraité par ses parents, ou qui aurait eu, donc c'est pas de la bienveillance, il aurait eu plutôt de la maltraitance, quand il va être parent lui-même, peut, sans s'en rendre compte, se sentir légitime à redevenir également maltraitant. Pourquoi? Parce que quelque part, il est en train de faire payer la dette. C'est ça le souci de la dette. Elle ne s'efface pas, la dette psychologique. Elle est dans notre tête. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, doit la payer. Donc, ça peut avoir des impacts quand il y a beaucoup de sentiments de dette dans un système relationnel, c'est-à-dire une institution. Ça peut vraiment pourrir l'ambiance. Surtout quand les gens restent longtemps, parce qu'il y a des historiques. Deuxième, vous avez la légitimité constructive. C'est-à-dire, justement, je me sens extrêmement reconnu, moi, voire même peut-être un peu plus. J'ai le sentiment d'avoir eu de la chance dans la vie. Et donc, au bout d'un moment, pour rétablir l'équilibre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De redonner. D'être dans le don de soi. Je donne gratuitement. Je n'attends rien en retour. Pourquoi je vous dis ça? Plus on génère de la justice, du respect, plus naturellement, on génère de la bienveillance. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils ont reçu beaucoup, ils sont prêts dans le don de soi. On va le voir tout à l'heure, la bienveillance, ce n'est pas uniquement d'être neutre, c'est-à-dire je ne veux pas ne pas faire mal à l'autre. C'est une intention de faire du bien à l'autre. Donc tout l'enjeu dans les organisations, c'est de faire en sorte de limiter à un maximum les dettes, de voire même de créer du surplus relationnel, qui mécaniquement va se transformer au fur et à mesure du temps en système de bienveillance qui va auto-engendrer quoi? De la bienveillance. C'est-à-dire que ça se nourrit. Mais quand on commence à rentrer dans un cycle de dette psychologique, on va créer quoi? De la légitimité destructive qui va se transformer éventuellement en malveillance, parce qu'il faut bien que quelqu'un le paye, qui va auto-entretenir quoi? La malveillance. Alors sur les conflits, parce que du coup ça peut entraîner et ça explique beaucoup de conflits qu'on va avoir dans les entreprises, et on va voir que suivant le niveau auquel on prend en charge les conflits, on ne va pas avoir le même impact sur les collectifs. Le premier niveau, le premier stade d'un conflit, c'est ce que j'appelle le conflit de contenu. Ça veut dire quoi? On est en conflit avec une personne parce qu'on n'est pas d'accord sur le contenu. Tiens, on doit se mettre d'accord sur la manière de travailler là-dessus, on n'est pas d'accord sur la manière de travailler ou sur l'objectif, ou sur la manière d'atteindre l'objectif. Si je suis en face de quelqu'un qui est un peu énervé parce que justement son mari ou sa femme lui avait dit le jour d'avant que ce qu'il avait fait à manger n'était pas bon. Non. Ce jour-là, il est mal luné. Quand je lui fais une remarque sur le contenu, pas sur la personne, il se braque.
parce qu'il est sur la défensive au niveau émotionnel. Bon. Alors j'essaie de le faire comprendre, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de clarifier ce sur quoi on n'est pas d'accord, on fait monter quoi? L'émotion. C'est-à-dire on ne s'écoute plus, on n'est plus dans l'empathie. Donc plutôt que d'essayer de se dire, ah, tiens, comment je fais, c'est quoi le problème exactement? On est sur, ben alors, bon, arrête de faire ta tête de mule, on fait comme ça et puis point. On quitte la table, là on est comment? En colère. Ça, c'est la vie de tous les jours dans l'entreprise. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est des désaccords de contenu, des conflits de contenu. Ça se règle super simplement en faisant quoi? Il y en a un des deux, voire les deux, qui sont suffisamment, on va dire, dans le recul pour clarifier le désaccord. On prend une feuille de papier, on dit, bon alors concrètement, sur quoi tu n'es pas d'accord, sur quoi tu es d'accord? Parce que quand on regarde dans le détail, on va voir aussi sur quoi on est d'accord et on va retrouver naturellement des marges de manœuvre pour la négociation. Donc là, ce qui est important, c'est clarifier le désaccord pour trouver des solutions. Alors imaginons avec cette personne, ça fait une fois, deux fois que vous travaillez ensemble, et à chaque fois systématiquement, vous êtes en désaccord. Là, on va appeler ça un conflit de relation. Ça veut dire quoi un conflit de relation? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous devez travailler ensemble sur n'importe quel type de contenu, ça se finit toujours de la même manière. C'est-à-dire en désaccord. Pourquoi? Parce que c'est plus le contenu le problème, c'est la relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes dit, finalement, dans ce type de situation, on se dit, il faut que j'arrive à prendre une position de domination sur l'autre. Là, l'objectif, c'est de surtout pas travailler sur le contenu, mais au contraire, de désamorcer l'escalade relationnelle. C'est-à-dire de dire, voilà, typique, séquence toute simple, ça fait 3 fois qu'on travaille ensemble, à chaque fois ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Vous voyez, parler de la relation. C'est-à-dire on arrête de parler du contenu, on va aller sur la relation elle-même. Ça va, c'est clair? Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de la dette psychologique? Elle a tendance à augmenter quand on ne se sent pas reconnu par l'autre et qui vous énerve de plus en plus, là? De plus en plus. Donc au bout d'un moment, la légitimité destructrice, là, elle augmente. C'est-à-dire qu'on a envie de faire payer à l'autre. Ça devient même un peu de la haine, ou quelque chose de plus fort. Et là, on va rentrer dans ce que j'appelle l'hyper-conflit. C'est-à-dire que là, l'enjeu n'est plus de prendre, on va dire, d'avoir le lead sur l'autre, c'est de détruire l'autre. Pourquoi? Parce que la relation avec l'autre nous est devenue insupportable. C'est-à-dire que d'être en relation avec l'autre, ça me crée une telle dette psychologique parce que quand une dette psychologique n'est pas payée, qu'est-ce qui se passe? On le paye dans notre corps et en termes de burn-out. Hein. Moi je vois, quand les gens sont en dette psychologique, soit c'est intériorisé, vous allez le voir sur des mouvements psychosomatiques, hein, même du type cancer, parce que ça va casser le système immunitaire, ça va abîmer le corps, soit ça va abîmer le cerveau, et comme par hasard, les personnes vont faire des crises de panique, des dépressions, des burn-out. Vous voyez, ça va se matérialiser plutôt par l'aspect psychique. Donc à un moment donné, notre système de survie, c'est quoi? Ben, on se dit, il faut que je détruise l'autre. Pour m'en sortir, il faut que je détruise l'autre. Pourquoi? Pour détruire la relation, qui est devenue toxique pour moi. Donc pourquoi je vous dis ça? À ce stade, l'objectif n'est pas à ce moment-là de réparer la relation, ça c'est une erreur stratégique, mais de faire en sorte que les personnes se séparent de manière pacifique. Pourquoi? Parce qu'il faut acter que la relation est devenue toxique pour les deux personnes. Et l'enjeu, c'est de dire, ok, vous vous séparez, mais vous ne le faites pas en vous détruisant mutuellement. Donc on est plus dans une position de négociation que de médiation. Alors que vous voyez par exemple sur les conflits de relations, on va être beaucoup plus dans de la médiation. Dans une bonne culture du respect, on est capable, et on le verra sur des dispositifs, d'intervenir beaucoup plus en amont. Pourquoi c'est important? Quand on laisse ce type de conflit perdurer, au bout d'un moment, comme on se sent attaqué par l'autre, et ce qui est vrai, puisqu'il y a des attaques des deux côtés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va activer des sauveurs. Chacun va activer un clan. À quoi on voit qu'il y a un hyper-conflit en train d'arriver? Un, à l'intensité émotionnelle. C'est-à-dire que dans le discours, quand vous entendez les personnes, on n'est plus que sur du subjectif et de l'émotionnel. Il n'y a plus rien de concret. Et le deuxième, c'est qu'il y a une contagion dans l'organisation.
C'est-à-dire que progressivement, il y a des clans qui se forment autour des protagonistes. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Et donc, si on laisse perdurer, ça va créer un conflit qui devient structurel. C'est-à-dire que vous avez deux collectifs, éventuellement, qui sont en conflit les uns avec les autres. Donc, si on laisse perdurer, ça peut même devenir ce que j'appelle un conflit structurel, c'est-à-dire qu'il y a des organisations ou des services, ça fait 10 ans qu'il y a ce conflit-là, qui s'est structuré initialement autour de 2 personnes et qui a structuré la dynamique à l'intérieur de ce service. Et là, ça devient coton de pouvoir le faire parce que à chaque fois qu'on est attaqué par l'autre, ça génère quoi? De la tension et puis une dette. Et quand vous avez accumulé de la dette, la seule chose qui va permettre à un moment donné de vider cette dette, c'est le pardon. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à vivre? Vous avez tous connu des dettes psychologiques. Avec vos parents, vos conjoints, avec vos entreprises. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vivre? C'est le pardon. Mais quand c'est un collectif dans une organisation et que la dette est énorme, eh ben, il faut l'organiser, le pardon. Et tant qu'on n'a pas fait ça, ça perdure. Donc c'est extrêmement compliqué après à régler. Alors il y a des facteurs démultiplicateurs. C'est le rapport de force, c'est-à-dire bien sûr, on va très vite rentrer là-dedans quand l'autre, par exemple, en fait, c'est parce qu'il voulait la place de l'autre, ce qui existe dans toutes les entreprises. Et il y a ce qu'on appelle les résonances négatives. Je vais y revenir, d'où l'importance de se travailler sur soi. Comme je le dis souvent, la première responsabilité en termes de respect, c'est de travailler sur soi. La première marge de manœuvre, c'est soi-même. Parce qu'on peut être générateur de résonances négatives ou positives. Alors, juste pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, sur le lien avec la bienveillance, on est d'accord que la maltraitance, c'est une intention de conséquences négatives. Il y a bien cette notion déjà, a priori, de maltraitance. Maltraitance, c'est-à-dire, voilà, je vais traiter mal quelqu'un, j'ai une intention. On peut être maltraitant, c'est différent que la maltraitance, vous voyez, on peut l'être de manière maladroite. Oui, à ce moment-là, il faut plus parler de maladresse. La maltraitance, c'est vraiment une intention négative de nuire à quelqu'un. Il y a la neutralité, on n'a pas d'intention, mais a priori, il ne faut pas être très engagé vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire quelque part, l'autre n'est pas dans votre champ psychologique, il n'existe pas. Bon, c'est ce qui garantit une certaine neutralité. La bienveillance, c'est une intention de faire du bien à l'autre. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que souvent, dans ce qu'on entend sur la bienveillance, on est sur une espèce de neutralité, en fait, quand on regarde. Non, non, là, on est dans l'intention de conséquences positives pour l'autre. C'est-à-dire, je me soucie de l'autre, je m'attache à l'autre, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie. Quand je fais les choses, je pense à l'autre. Je sais que ça peut avoir des conséquences et je vise les conséquences positives. Donc, encore une fois, ça nécessite quoi? Que le moteur il soit plein en termes de reconnaissance. Parce que si vous êtes dans la bienveillance, mais que vous vous sentez en permanence en dette, qui va payer? Vous et l'autre, au bout d'un moment. Qui a connu ça? Vous étiez super sympa tout le temps, et en fait vous étiez en dette, et au bout d'un moment vous explosez. Vous voyez ce que je veux dire? Dans sa famille ou en entreprise, je donne, je suis dans cet espace de bienveillance, j'ai l'impression d'être quand même en dette. Bon, tant que je tiens physiquement ou psychologiquement, ça va, et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Soit je m'écroule, soit j'explose. Et les autres, ils disent quoi? Je ne comprends pas. C'est ce qui est d'ailleurs le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas en fait la dette. C'est pour ça qu'on se sent en dette d'ailleurs. Et là, généralement, qu'est-ce qui se passe derrière en termes d'émotions? On culpabilise. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait là derrière? On revient. Et on est dans une fausse bienveillance parce qu'en fait, la première bienveillance, c'est déjà pour soi. C'est-à-dire que si on fait de la bienveillance en permanence à son détriment, on se met en dette. Donc soit on le paye physiquement et psychologiquement, soit à un moment donné, on va le faire payer à quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? On va aborder, du coup, on va rentrer un peu plus en profondeur dans les aspects psychologiques. Globalement, pour moi, il y a deux axes pour générer une culture de la bienveillance. On pourrait même dire un cycle
de la bienveillance. Premièrement, prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que si je ne remplis pas le moteur, comment je peux donner? Travail sur nombre. On y reviendra. Je vais décrire un peu ça. Et puis après, il y a clarifier les règles collectives de respect. Il y a la dimension individuelle, mais il y a aussi la dimension collective. C'est-à-dire, dans mon organisation, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que quand il y a des marques ou des manques d'irrespect, ça soit traité et régulé? Pourquoi? Parce que si c'est collectivement pas traité, tout le monde va faire ses devoirs, quelque part, il va travailler sur lui, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de règle collective, c'est un peu comme les vélos qui circulent, il n'y a pas de règle collective. Hein? Non, mais... Voilà. J'étais à Zurich ce week-end, je peux vous dire, il y a une vraie différence de circulation. Hein. Bon. C'est très différent. En même temps, qu'est-ce qu'ils apprennent dès la petite enfance à l'école? Le premier devoir du citoyen, c'est d'être dans le respect. Ils l'apprennent à la maternelle. Donc ça change quand même. Hein. Ce que j'ai pu observer, c'est quand même des choses incroyables. C'est-à-dire que vous allez dans les villages, je ne vous dis pas qu'il faut devenir zurichois, hein, mais il y a aussi des inconvénients. Mais quand même, vous allez dans un village, vous avez le fermier qui va mettre ses produits bio devant sa ferme, il repart à la ferme, il y a un petit bol où vous mettez l'argent parce qu'on dit voilà combien ça coûte, et les gens mettent l'argent. C'est-à-dire, premièrement, personne ne pique la caisse. Et deux, les gens prennent le produit et mettent l'argent exact. Et j'étais là, il faut mettre un panneau, quoi. Français, ne vous approchez pas à moins de 10 mètres. Moi, je chantais la tentation, j'étais là, c'est pas possible, c'est gratuit. Il y avait ma culture, là, vous voyez. Mais j'ai réussi à résister. J'avais fait allemand première langue, ça m'a aidé. Ça va, c'est clair? Donc il y a aussi les règles collectives, c'est-à-dire on doit faire son travail individuel, mais il doit aussi y avoir tout un aspect beaucoup plus collectif. Alors, prendre soin de soi, ça va nous faire un petit détour. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je m'intéresse beaucoup, moi, en tant que psychologue, à la psychanalyse jungienne, ce qui est une psychanalyse qui n'est pas très très connue en France, enfin qui est moins utilisée que d'autres. Premier point sur lequel je voudrais aborder, sur lequel je voudrais insister, c'est qu'effectivement, la première responsabilité de ces questions, c'est de se connaître, travailler sur son nombre. On va y revenir parce que ça a un impact majeur, notamment sur ce qu'on appelle les projections. C'est-à-dire que quand on est en conflit avec l'autre, quand on est en difficulté avec l'autre, c'est aussi un mécanisme de projection. Rapidement, vous avez dans la conception psychique de Jung plusieurs niveaux. Le premier, qui est un peu le mystère, c'est le soi. Ça veut dire quoi, le soi? C'est l'instance qui permet d'équilibrer des choses qui sont, on va dire, d'habitude séparées. Ça veut dire quoi? On peut très bien être un homme et avoir un côté féminin. C'est vrai. C'est pour ça que ça me faisait rigoler hier. Des hommes qui disaient il faut revenir au masculin. Mais non, tout l'enjeu pour être bien avec sa femme, c'est de travailler sur sa part féminine. Pourquoi? Sinon elle la projette sur l'autre. Et tout l'enjeu pour les femmes, pour être bien avec leur homme, c'est de travailler sur leur part. Voilà, sinon ils la projettent sur l'autre, avec tout ce qui va avoir positif et négatif. Le soi, c'est l'instance qui équilibre les choses. Et c'est un travail qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire que ce mouvement-là, il se fait au cours des années, on ne peut pas travailler là-dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est de l'accueillir. Au-dessus, vous allez avoir toute la partie de l'ombre. Pour prendre une image, ça serait comme une espèce de sac poubelle, on pourrait dire. Où dedans, vous auriez toutes les parties de votre personnalité que vous ne voulez pas reconnaître, que vous ne voulez pas utiliser, ou que vous avez même refoulé. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très sympathique. Et comme par hasard, je me suis toujours mis en lien avec des copines ou des copains qui étaient extrêmement désagréables. Pourquoi? Parce que ça me permet, par la projection, de vider une partie de mon ombre qui est que moi aussi j'aime bien être agressif quand même. Je l'ai délégué à quelqu'un. Parce que je ne veux pas le reconnaître chez moi. Et donc, comme par hasard, à chaque fois, alors surtout quand on est manager, ça je l'ai vu, nombre de managers qui sont super sympas, et comme par hasard, ils ont toujours un lieutenant qui est terrible. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont délégué cette partie d'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Et quand
bizarrement, vous leur dites, ben, il est terrible. Ils vous disent, oh non. Vous lui montrez une autre personne qui a à peu près le même comportement, il dit, ah, il est terrible. Bizarre, ça a touché une partie de son âme, il est dans le déni. Vous voyez, le déni, c'est ça. Ou, par exemple, les artistes m'énervent parce qu'au fond, j'ai une partie artiste, mais mes parents m'ont toujours dit, ah non, artiste, c'est pas terrible. Donc, j'ai pas le droit de l'utiliser. Donc, quand je vois que quelqu'un l'autorise, qu'est-ce que je me dis? Quel salaud! Ou au contraire, je viens d'une famille un peu bobo, un peu artiste, ok? Et moi, je suis quand même un peu un matheux du type un peu comptable, au fond. Pas de bol. Il y a une erreur de casting. Ok? Et dans ma famille, c'est pas tellement autorisé de jouer avec l'argent, c'est pas dans les valeurs, quoi. Donc quand je suis avec quelqu'un qui est un peu comptable, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique? Si c'est vraiment bien ancré dans mon ombre, là, il m'énerve. Il s'autorise exactement ce que moi, j'ai pas pu m'autoriser. Vous voyez, c'est ça les résonances. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous énerve, que vous ne pouvez pas piffrer, qu'il y a quelque chose, ça vous dit quelque chose de l'ombre. De ce grand sac, finalement, qu'on ne regarde jamais, puisqu'on le considère comme un sac à poubelle. Enfin, à moins que vous regardez votre sac à poubelle, a priori, on le jette et puis on le... Hein, vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ce point-là en tête. Et puis après, effectivement, vous avez la conscience, le truc simple, c'est-à-dire, voilà, mes forces, mes qualités, c'est-à-dire ce qu'on croit. C'est-à-dire, en conscience, on peut se dire, oui, non, j'ai jamais voulu être dans la compta. Puis le gars, quand vous analysez ses rêves, vous vous rendez compte que c'est rempli de compta. J'avais une avocate, elle était avocate, pour vous donner un rêve, un peu compliqué, et son rêve, à elle, c'était d'être enfermée dans la maison familiale, dans la nature, et son sentiment, c'est de pouvoir jamais en sortir. Elle n'arrivait pas à en sortir. Qu'est-ce qu'elle était en train de dire? Elle était enfermée dans les règles familiales, et les règles familiales, c'était quoi? C'était de surtout pas être avocate. Et cette personne, elle vous dit, ah, je me sens pas bien en ce moment, je me sens en burn-out. Elle était en conflit entre ce qu'elle était en train de faire et ce qu'elle pensait avoir le droit de faire vis-à-vis de ses parents. Et ce qui était intéressant aussi, c'est surtout, elle déniait quelque chose, c'est qu'elle adorait la nature. Elle avait besoin de nature. Et dans ses rêves, son ombre lui rappelait que non, elle n'était pas faite pour la ville. Et qu'elle était en train de vivre une vie qui ne lui correspondait pas. Elle pouvait être avocate, mais à la campagne. C'est ce qu'elle a fini par faire d'ailleurs. Et comme par hasard, elle n'arrivait pas à faire d'enfant, elle a réussi à en faire un. Donc vous voyez quand même que quand je vous parle des mouvements que ça peut avoir dans le corps, ça bloque les choses. Hein. Et le personnage, ou on dirait la persona, qu'est-ce que c'est? C'est le moi social, c'est-à-dire c'est le personnage que je veux montrer aux autres. Donc typiquement, si je viens d'une famille bobo, je vais montrer un personnage bobo. Si je viens d'une famille catholique, extrêmement rigoureuse, extrêmement dans la gestion, je vais montrer quoi comme personnage? Gestionnaire, voire même le dirigeant. Je l'ai dit ça. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez avoir 3 impasses sur ce lien entre persona et ombre. La première impasse, ça va être l'identification totale à sa persona. Donc la personne, elle vous dit quoi? Moi, c'est la rigueur. Oui, la personne surjoue son rôle. Quand je fais un boulot, c'est de la perfection. Il faut que ça aille au bout. Elle est psycho-rigide. C'est du perfectionnisme. Tout le monde s'en fiche. Pourquoi? C'est pas lié aux autres. Elle est en lutte avec elle-même pour ne pas reconnaître son ombre. Et se dire qu'au fond d'elle-même, c'est peut-être quelqu'un qui aimerait bien être un peu cool et tranquille, ça lui est juste insupportable. Pourquoi? Parce que le sac poubelle, il est plein. Donc si elle ouvre un peu, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Donc qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Elle le referme. Et alors elle fait des tours. Hein. Vous avez déjà connu ces personnes-là qui sont psychorigides dans leur rôle. Pourquoi? Parce que ça a une fonction psychologique qui est de fermer le sac poubelle.
Donc là, est-ce que c'est des gens qui sont agréables dans la relation? Est-ce qu'ils sont souples? Qu'est-ce que ça va entraîner dans la relation avec les autres? Des tensions. Qu'est-ce que ça va? Est-ce que c'est des personnes qui vont faciliter de la bienveillance? On peut mettre tous les codes moraux, on peut mettre toutes les démarches respect au travail qu'on veut. Si ces personnes n'ont pas travaillé sur leur ombre, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Elles vont continuer d'empoisonner la relation avec les autres. Et elles-mêmes, elles s'empoisonnent. Il y a souvent un impact. Donc ça, c'est la première impasse, c'est de s'identifier complètement à son personnage. Vous l'avez chez les dirigeants. Il y a des dirigeants. Là, en ce moment, j'ai un dirigeant en coaching. Les gens, ce qu'ils me disent, c'est « je ne sais jamais ce qu'ils pensent ». Il est tout le temps nickel et autres, mais les gens ne savent pas ce qu'ils pensent. Donc, quelle est la conséquence? Les gens ne savent pas comment rentrer en relation avec. Et comme c'est le chef, et qu'il instaure ces choses-là dans ce comité de direction, ça instaure quoi? Une espèce de faux relationnel dans le comité de direction, qui entraîne quoi? Des impasses relationnelles qui vont se retrouver dans les décisions de l'organisation. Et du coup, au niveau de l'ambiance, comment ça se passe dans sa boîte? C'est pourri. Et le gars, il sourit toute la journée. Et vous dites, pourquoi? Il s'est identifié complètement avec son personnage. Et alors, ce qui était intéressant, par exemple, quand on lui fait faire un petit jeu en dehors de son personnage, on voit qu'en fait, il n'a pas envie d'être leader. Il n'a pas envie, mais lui-même ne se le reconnaît pas. Oui, il n'est pas dans le souci de soi, c'est-à-dire il ne va pas aller sur son besoin, il va aller sur le moi idéal. Sans doute enfermé dans la demande de ses propres parents. Il ne faut pas sous-estimer quand même justement ce qu'on peut nous renvoyer dans le moi idéal qui fait que on se sent obligé d'être. Deuxième impasse, s'identifier seulement à l'ombre. Alors ça, c'est la perversion. Là, je dirais qu'on n'a pas du tout de personnage ou de moi idéal ou d'ego ou de règles sociales, c'est je fais en fonction de mes pulsions. Donc là, c'est quoi? Alors, il y a des gens qui le sont dès le début. Hein? Donc ça, c'est les pervers. Voilà. Alors, il y en a dans les institutions. Hein? Dans les organisations, il y en a. Moi, mon estimation, c'est qu'il y a à peu près 4% des managers et des dirigeants qui sont à peu près là-dedans. De ce que j'observe sur le terrain. Et puis, il y a des gens qui le deviennent, qui pètent les plombs. Et là, ils ouvrent le sac, et alors là, il y a tout qui sort. Et là, quel est le risque? Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Là, c'est... Parce que c'est quoi la perversion? C'est de se dire que les règles, c'est pour les autres. Pourquoi? Parce que dans la tête de quelqu'un qui est pervers, c'est les faibles qui respectent les règles. Donc la fin justifie les moyens. Donc si moi, je veux obtenir quelque chose et t'écraser, je le fais. À quoi repère cliniquement quelqu'un qui est dans la perversion? Il n'a pas de culpabilité. Autant quelqu'un qui est psychorigide est très agi par la culpabilité, justement. Autant quelqu'un qui est dans cette impasse a du mal à identifier en quoi c'est un problème. Non, non, mais celui-là, je l'ai harcelé, il a fini par faire une crise cardiaque, il a failli passer, mais c'est parce qu'il bossait mal. C'est les discours que j'ai. Hier, il y avait un DRH un peu comme ça, manipulateur, qui m'expliquait « Oui, non, mais les syndicats, c'est assez simple à gérer, on les harcèle, comme ça, ils craquent, et après, le jeu social, ça se passe bien. » La fin justifie les moyens. Vous voyez, là, eux, le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils aient un peu de persona, de moi social. C'est-à-dire, on vit en collectivité, donc on est dans une impasse là-dessus. Donc, je ne vous dis pas que ça n'a pas d'utilité, vous voyez, il faut un équilibre entre les deux. Autre impasse, c'est les personnes qui passent de l'un à l'autre. Un peu les bipolaires, hein, instabilité émotionnelle. C'est exactement ça, vous avez des personnes qui, toute leur vie, alors ça c'est très drôle, par exemple, vous le voyez sous l'effet de l'alcool. Vous savez, la personne qui est hyper psychorigide, et puis alors elle boit un peu, là, c'est « Waouh !»
Là, c'est... Sentez que derrière, hein, le sac est rempli, quoi. Qu'il faut le vider. Enfin. Et puis hop, tout de suite derrière, le lendemain, c'est comment? Bon, sauf si ça a été filmé, c'est compliqué. Hein, mais ouais, vous avez des personnes qui vont alterner en permanence ces positions. Elles n'arrivent pas, comme si elles n'arrivaient pas à intégrer les deux. Vous voyez, donc quelque chose qui est sain. C'est soit l'un, soit l'autre. Bipolaire. Donc là, quel est le problème? C'est qu'on va avoir des personnes qui sont instables émotionnellement. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné, dans la relation, ça se passe bien. C'est peut-être un peu rigide, et puis il y a des moments, c'est tout foufou. Il n'y a plus de limite. Et c'est tous les 6 mois, ça change. Donc la résonance, c'est quoi? C'est quand il y a des projections croisées comme ça, qui se matérialisent par un sentiment de rejet ou d'attraction de forte intensité émotionnelle. Alors autrement dit, ça veut dire quoi? Une résonance, ça se repère au fait que, tiens, je croise quelqu'un, je suis en relation avec quelqu'un, au bout de 3 secondes, qu'est-ce que je me dis? Oh, il est génial. Vous savez, c'est un peu... Qui a fait des colos? Des colonies, non? Des colos de vacances. Vous savez, au bout de 3 secondes, vous étiez copain avec quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi. Comme par hasard. Ouais, ça fitait, quoi. C'est une résonance positive. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de projection croisée. Quelque part, la personne, elle est peut-être liée à une partie de votre ombre que vous n'utilisez pas, et elle réciproquement. Et puis d'autres, et donc on va rentrer dans la fascination, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans le rapport amoureux. C'est pour ça que je fichais un peu du truc sur les hommes. C'est-à-dire que, oui, ce qui est important, pourquoi l'homme, généralement, il va tomber amoureux d'une femme qui va correspondre comme par hasard à sa mère. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Surtout, elle va correspondre à une partie de lui-même qui sous-utilise. Ça peut être parce que ça ressemble à sa mère qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Bon. Physiquement, c'est vrai que ça peut être le cas. Et la femme, elle va tomber amoureuse d'un homme qui va ressembler à son père, on est d'accord? C'est sûr que ou qui va être l'opposé, bien sûr, et qui, comme par hasard, va correspondre, qui va avoir des traits, des compétences qui sont ce que la personne aimerait avoir. Je vous dis ça, par exemple, vous pouvez avoir un homme qui est très dépendant et qui va être avec une femme, comme par hasard, qui est un peu guerrière. Alors au début, ça se passe bien. Oui, c'est-à-dire que finalement, l'homme... Qui est là-dedans? Il faut les revitaliser, ces hommes, hein, c'est pas possible. Bon, alors, donc, un homme un peu dépendant avec une femme guerrière. Au début, ça se passe bien, parce qu'ils sont justement dans cette résonance positive, c'est croisé. Et puis, quand l'homme, finalement, parce que l'ombre, elle évolue, dans la deuxième partie de la vie, comme par hasard, elle a envie d'émerger. Parce que le soi dit, il faut intégrer. C'est toujours à peu près vers 30-40 ans que ça commence, et ça ne cesse d'augmenter. Voilà. Donc, l'homme dépendant, au bout d'un moment, il voudrait être un peu plus guerrier. C'était la femme qui était guerrière au début. Hein. Allez, on va dire indépendant. Voilà. Je ne veux pas me fâcher avec une guerrière. Donc, au début, ça va. Ils sont dans la fascination réciproque. Ils ont fait une espèce d'assemblage qui va bien. Et puis, au bout d'un moment, quand la femme voudrait être un peu plus aussi dépendante, on a assez de partir à la guerre. Bon. Alors, s'ils ne se comprennent pas là au début, quand ils se regardent, qu'est-ce qui se passe dans la relation au niveau émotionnel? Les qualités qu'on aimait chez l'autre, ça commence à être des... Voilà, et on commence à lui reprocher. Vous voyez, tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir ces projections croisées à chaque fois qui vont empoisonner la relation avec l'autre. Alors, dans l'entreprise, ça vous arrive, à un moment donné, vous travaillez avec quelqu'un et au bout de 3 secondes, vous ne pouvez pas le piffrer?
Alors, si on se pose la question de comment je fais pour le virer, ou comment je fais pour me protéger, plutôt que se dire qu'est-ce que ça veut dire de moi. Si on ne revient pas sur soi, quand on est en résonance négative, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la relation? Ben voilà, on va attaquer l'autre. Vous voyez, la première responsabilité, c'est déjà de bien se connaître. Première responsabilité, c'est aussi de prendre soin de soi. C'est-à-dire, bien se connaître, c'est bien comprendre les mouvements psychologiques dans lesquels on est et les besoins qui sont exprimés dans la relation avec les autres. C'est-à-dire que quand on sent des choses, ça dit quelque chose de nous-mêmes. Ça dit quelque chose du mouvement psychologique qu'on est en train de vivre. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'on est dans une culture extrêmement matérialiste, où une grande partie de notre énergie psychologique est maintenant liée au fait de réussir, matériellement. Et ça, ce mouvement-là, il oublie de nous recentrer sur nous-mêmes. Alors qu'on n'a jamais eu autant de psycho-machin. Hein. Je veux dire, il y a des magazines de partout, mais on est beaucoup sur des recettes. Si je fais ça, alors le bonheur. Et finalement, la connaissance de soi pour essayer de se comprendre, notamment à travers la relation qu'on a avec les autres, c'est pas tellement développé. Alors je vous pose quelques petites questions. Je vous en ai mis quelques-unes, ça sera dans les slides que je vous enverrai, pour vous aider à vous réapproprier votre ombre. Au sens, commencez déjà à se poser des questions. Première question, quels sont les côtés les plus flatteurs de votre persona, de votre rôle social, ceux que vous aimeriez voir reconnus par les autres? Il y a peut-être quelque chose que vous adorez dans votre personnage, et quelque part, plus vous savez que vous risquez de vous identifier à ce personnage. Et puis peut-être même que vous trouvez qu'il n'est pas assez reconnu. Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Ouais, je suis quelqu'un qui a tendance à extrêmement bien faire mon travail. Ok? J'adore ce côté-là. Et par contre, je trouve que c'est jamais suffisamment reconnu. Mais en fait, les autres s'en foutent. Pourquoi? Parce que c'est du pur perfectionnisme et que le 10% que vous faites en plus n'est pas perçu. Mais vous, ça vous gêne, ça dit quelque chose. C'est extrêmement important pour vous. Deuxième question, quelles sont les discussions que vous ne supportez pas, que vous fuyez systématiquement? Est-ce qu'il y a des trucs quand vous êtes à un dîner, en relation avec les autres, des choses que vous ne supportez pas? Si on vous parle de sexe, si on vous parle d'argent, si on parle de voiture, de politique, voilà. Il y a des gens, ça va être l'argent par exemple. Même avec leur conjointe, ils parlent d'argent, ça les crispe. Il y a des gens, ça peut être le sexe, et il y a des gens, ça peut être la politique. Il y a des gens, ça va être les conflits. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'on parle d'un truc, vous voyez, l'intimité. Ouais, ça vous dit quelque chose d'une partie qui est dans votre ombre. Troisième, quelles sont les situations qui vous tendent, vous rendent hypersensible, nerveux, nerveuse? Il y en a par exemple, ça va être le temps. Il y a des gens, ça va être le fait qu'on fasse la queue à un supermarché, qu'il y ait des gens qui doublent. Les gens, ça les énerve à un point, ils sont prêts à prendre un marteau et à taper sur tout le monde, quoi. Et il y en a d'autres qui s'en foutent. Quelles sont les situations qui vous rendent défensives, qui donnent l'impression d'être d'une infériorité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des situations, des thèmes sur lesquels, quand on l'aborde, votre réflexe premier, c'est de vous dire « je ne sais pas faire, c'est pas moi, c'est pas pour moi ». Quelle situation avez-vous honte facilement? La crainte de laisser paraître une faiblesse. Alors, des gens vont dire ça va être lié au corps, d'autres ça va être lié au fait de ne pas savoir, d'autres ça va être lié, par exemple on peut avoir des scénarios du type quand je ne connais pas les personnes. Oui, une espèce d'anxiété sociale. Quand je suis sur un lieu que je ne connais pas, il pourrait se passer quelque chose. Quoi? En plus, ils ne vous connaissent pas, donc... on pourrait se rendre compte que je ne suis pas d'ici. Ou, par exemple, quand je fais quelque chose pour la première fois, il ne faut pas que je me plante. Mais on peut activer de la honte
que le voisin n'aura pas facilement. Ça vous dit quelque chose de vous-même. 6. Quels sont les sujets pour lesquels vous ne supportez pas la critique? Alors il y en a, par exemple, ça va être si on leur dit quelque chose sur leurs vêtements, sur leur maison, sur leur manière de se comporter. Ouais, j'ai connu des personnes qui, par exemple, pouvaient être vulgaires, et quand on leur disait, alors que visiblement elles savaient qu'elles en jouaient, ne supportaient pas ce type de critique. Ouais, ça, c'est des choses qui peuvent être assez fréquentes. Il y a des personnes, vous leur parlez, par exemple, vous leur faites une critique sur la nourriture. C'est des gens qui, par exemple, peuvent être extrêmement mauvaises cuisinières ou cuisiniers. Des personnes, hein. J'ai bien dit personnes. Ben, je fais attention maintenant. OK? Et qui reproduisent en permanence le fait de cuisiner. Et le jour, enfin tout le monde leur dit c'est super bon parce qu'on est quand même poli, hein, le respect. Et puis quand le jour où quelqu'un leur dit quand même que c'est pas... Enfin qu'elles sont meilleures quelque part, comment elles le prennent? Super mal. C'est comme s'il y avait un truc derrière. Vous voyez que c'est pas la cuisine. Il y a un autre enjeu. Et au contraire, est-ce qu'il y a des compliments que vous ne supportez pas? Ça, c'est très intéressant. Si on vous dit, par exemple, tu es belle, tu es beau, comment vous le prenez? Voilà, il y a des gens qui vont mal le prendre, qui ne vont pas supporter qu'on puisse leur envoyer une image positive. Ou, je trouve que tu es intelligent, intelligente. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir tendance à minimiser. Ça dit quelque chose de même. Vous voyez? Le fait d'accepter ou pas un compliment est un très bon indicateur de ce qu'il y a derrière. Et puis dernière, quel type de personne vous ne supportez pas? Qu'est-ce qui dans cette personne vous indigne, vous énerve? Ça dit quelque chose de vous, c'est le plus gros marqueur. Qu'est-ce que ça la touche en vous? Là, ça c'est la première question pour la bienveillance. Il y a remplir le réservoir, prendre soin de soi, se poser la question de ce qu'il y a derrière, de nos besoins réels, de cette dimension psychologique qui nous accompagne. Mais c'est aussi, quand je rentre très facilement en conflit avec quelqu'un, qu'est-ce que ça dit de moi? Au fond, qu'est-ce que je ne supporte pas chez lui qui dit quelque chose de moi? Ça me fait penser à un couple d'associés, d'avocats. Ils ne sont pas toujours faciles, les avocats. Il y en a un qui bosse de manière très difficile, qui est plutôt pris par, vous voyez, le personnage, qui est vraiment dans l'avocat traditionnel, qui fait des 12-13 heures par jour, 14 heures. Et l'autre qui est un peu plus par son ombre, qui joue beaucoup au golf, qui a beaucoup de stagiaires, qui s'amuse bien, quoi. Bon. Et les deux, au début, sont copains. Bizarrement. Et ils deviennent associés, comme par hasard. Et puis, au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, en plus, là, il y a une notion de dette. Hein. Voilà. Et là, c'est intéressant, c'est que celui qui est plutôt cool, peut-être un peu trop cool, il dit, mais il ne reconnaît pas que moi, je mets un peu de souplesse dans le cabinet et que si j'étais pas là, tout le monde partirait. Et l'autre personne qui est plutôt psychorigide, elle dit, mais il faut rien. Et moi, c'est moi qui fais tenir la structure. Vous voyez? Et personne ne se pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on on est si différents, mais complémentaires. Et qu'est-ce qui fait que, comme par hasard, on a voulu bosser ensemble? Et qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on ne supporte plus la différence de l'autre, alors qu'avant, on était fasciné par la différence de l'autre? Et on se pose la question uniquement sous forme de conflit. Et donc, tant qu'on se pose cette question, on finit par faire quoi? Par se séparer, voire s'attaquer mutuellement. Et là, ce qui était intéressant en médiation, c'est que en travaillant avec chacun sur son ombre, bah, l'autre a dit, bah oui, effectivement, moi j'aimerais aussi être un peu plus cool. Et l'autre a fini par dire, bah, c'est vrai que j'aimerais quand même parfois être un peu moins dans l'impulsivité, un peu moins dans l'ombre, et un peu plus cadré, comme l'autre.
Et donc, une fois que ce travail a été fait, ça a été possible de les faire travailler sur un nouveau mode de relation dans lequel, plutôt que de projeter sur l'autre une partie de soi-même qu'on n'utilise pas, on la réintègre et l'autre fait la même chose en face. Donc on va être sur une relation qui est beaucoup plus mature. Cette relation mature, elle dit de la différence de l'autre, je fais une force. Là, on peut être dans la bienveillance. Oui, mais à partir du moment où on a fait ce travail-là. L'autre point, c'est clarifier les règles du respect. Il y a l'aspect collectif. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, je m'inclus, on doit travailler sur cette partie individuelle. Mais bien entendu, il faut aussi que dans l'institution dans laquelle on travaille, il y ait quand même des règles communes, un système de management qui fait que c'est quand même possible d'avoir du respect de manière globale. Le premier point, c'est définir collectivement un comportement acceptable, pas acceptable. Pourquoi? Si vous avez des comportements déviants, mais que la ligne rouge n'est pas clairement définie, à partir de quand on peut intervenir? On ne sait pas. Donc, il n'y a pas de repère. Et donc, comme il n'y a pas de marqueur, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On va attendre le dernier moment. Donc, on peut très bien attendre qu'on soit dans de l'hyperconflit, par exemple, ou dans des comportements qui sont de l'ordre du harcèlement. L'autre point, et c'est là où on doit être dans une approche globale, organisation, management, individu, c'est aussi le management. Il y a plusieurs points. Un, est-ce que le management est formé au coaching de la performance? Au sens, sur la matrice Midori, est-ce qu'on gère la performance? Quand il y a quelqu'un qui ne performe pas suffisamment, est-ce qu'il est recadré? Est-ce qu'il est accompagné? Quand quelqu'un est plutôt en extra-hall, comment il est accompagné pour que ça se passe bien? Oui, tout ce point-là, au niveau de l'équipe et au niveau individuel. Et l'autre point, c'est également comment on gère les conflits. Les managers, la plupart du temps, ne savent pas gérer les conflits. Donc ils ont tendance à faire quoi? Soit éviter, j'ai rien vu, soit à prendre les personnes en conflit et à faire quoi? Vous n'avez pas le droit d'être en conflit. C'est-à-dire, je prends les deux personnes dans le bureau et je leur dis, mais comment ça se fait que vous êtes en conflit? Non, non, non. Ah, vous l'avez connu, ça? Ou, troisième situation, j'écoute les deux et je me positionne. Je dis, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Donc là, je suis en train de faire quoi? Acte de subjectivité. La gestion des conflits, c'est quoi? C'est définir des règles et devenir l'arbitre quand on est manager. Je définis les règles du respect avec mon équipe et en fonction des situations, je vais jouer un rôle d'arbitre. Mais il faut avoir déjà défini collectivement ce qui est acceptable, pas acceptable. Et puis l'autre point, effectivement, il faut donner les moyens aux managers. C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique, une stratégie managériale où on dit, voilà les leviers. C'est sûr que si le manager n'a aucun pouvoir de sanction, n'a aucun pouvoir de récompense, qu'est-ce qu'il fait? Il compte les points, quoi. Il regarde le match. Ou alors il peut se transformer en psychologue, mais enfin, au médiateur. Alors l'autre point qui peut être utile dans une institution, c'est de mettre en place des médiateurs internes, c'est-à-dire des gens, des salariés qu'on va former là-dessus et qui vont pouvoir de temps en temps, sur des conflits pas trop lourds, gérer la situation. Ça permet vraiment d'aller très très vite dans la régulation des problèmes et ça c'est extrêmement intéressant pour ne pas rentrer justement dans les cycles négatifs. Ou un pool de médiateurs externes, c'est-à-dire des gens qu'on connaît. Pourquoi? Parce que dans la médiation, ce qui est important, c'est que les deux parties soient d'accord. Parce que si on impose un médiateur sur deux parties et qu'il y en a un des deux qui pense que l'autre, de toute manière, il n'est pas neutre, le médiateur, il a déjà perdu. Donc il faut pouvoir que les deux parties puissent choisir quand même le médiateur. Donc un pool, ça permet, un peu comme dans le coaching, ils envoient 3 et ils se mettent d'accord. Bon, si ça met un an, peut-être de l'arbitrage, oui, parce que ça veut dire que là, le conflit il est en train d'utiliser ce point-là. L'autre point, c'est définir les modalités de traitement d'un manque de respect. Souvent, il n'y a pas uniquement le manque de lignes rouges, on ne sait pas aussi comment on traite ce type de situation. Qui aller voir? Quelle est la procédure? Quel retour va être fait? Comment ça va être géré? Comme il n'y a pas ce type de procédure, est-ce que les personnes vont prendre le risque de dire les choses? Pas forcément. Et puis, quel va être le niveau de réactivité de l'organisation? Il va être plutôt lent, parce que justement, on n'aura pas de routine dans l'organisation. Donc ça peut être
d'un point de vue collectif intéressant de mettre en place aussi une dimension de routine, de procédure qui permettent d'expliciter comment on fait dans ce type de situation. Et puis, mais ça c'est plus à l'adresse des dirigeants qui sont là aujourd'hui, travailler son exemplarité. Non, mais la meilleure manière d'accompagner le changement de culture, c'est de montrer l'exemple. Ça me rappelle ce dirigeant qui me disait on va rentrer dans une culture digitale. Ok, je lui dis bah alors comment vous faites? Parce qu'il m'avait mandaté là-dessus. Je dis montrez-moi comment vous faites. Il me dit c'est-à-dire bah, pour être exemplaire. Et là il appelle sa secrétaire et dit montrez à monsieur Port comment vous utilisez l'ordinateur. Non mais c'est comme les gars qui veulent une culture de l'open space et qui ont un bureau de 60 mètres carrés quoi. Ça c'est. Enfin, la réalité de ce que j'observe dans les organisations, vous voyez, même dans des grands groupes, c'est que maintenant vous avez des équipes de direction qui se mettent aussi en plateau pour montrer l'exemple. Et ça crée quand même moins de friction que quand vous avez quelqu'un qui a un bureau qui fait la moitié de cette salle et qui dit à tout le monde de se mettre en open space. Il y a un manque de cohérence. L'exemplarité. Si moi je suis respectueux, et plus on est dirigeant, plus on montre l'exemple. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant, la différence entre un manager et un dirigeant, c'est qu'un dirigeant devient symbolique dans son comportement. Vous voyez, ils sont d'accord. Un manager, il fait faire. Un dirigeant, il fait être. C'est-à-dire que son comportement indique ce qui est autorisé ou pas dans l'organisation. Si vous mettez en place une démarche respect au travail, et vous avez des dirigeants qui ne serrent pas la main, qui ne disent pas bonjour, qui ne s'intéressent pas au travail de leurs collaborateurs, vous pouvez faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Pourquoi ils disent quoi? Le comportement chez nous, c'est faire ce que vous voulez. Donc l'exemplarité, c'est le pilier de ce type de démarche. Je ne connais pas votre chef. Alors avant de passer à quelques questions, parce que je n'ai pas envie non plus que tout le monde soit rôti, passons à l'action. Quel est le niveau de bienveillance dans mon équipe? Pourquoi? Ce qu'il faudrait changer, stopper ou amplifier dans mon comportement et celui de mes collègues. Peut-être vous pouvez avoir une discussion suite à cette conférence entre vous. C'est intéressant. Votre première marche de manœuvre, c'est vous, sur ces sujets. Quelles sont mes forces et mes faiblesses sur prendre soin de soi, se montrer respectueux? Est-ce que ici, dans la salle, vous prenez du temps sur vos mouvements psychiques? Est-ce que vous prenez du temps pour vous comprendre sur vos besoins, sur là où vous en êtes, sur votre ombre, de nettoyer, de pardonner toutes les dettes psychologiques que vous avez pu vivre? Parce que si vous êtes en dette, c'est difficile d'être bienveillant, y compris avec vos proches, y compris avec vos enfants, qui traînent la dette après. C'est ce qu'on appelle les problématiques intergénérationnelles. Comme par hasard, il y a sur 3 générations les mêmes problématiques qui se reproduisent à chaque fois. Parce que personne n'a nettoyé. Qu'est-ce qui, objectivement, vous permet de soutenir cette évaluation sur ces 3 dimensions? Vous me dites, oui, mais bien sûr, tout le monde me dit je suis bienveillant. C'est très intéressant toujours quand je fais les 360 degrés en coaching. Je vais demander aux familles maintenant. Je ne fais pas uniquement les collaborateurs ou les collègues. J'appelle la femme, j'appelle le mari. Alors des fois, il y en a qui me disent « je suis très empathique ». Puis les collègues ils disent « oui, oui, il est très… » ou les collaborateurs. Puis j'appelle la femme, elle se marre. Et lui, empathique, on l'appelle le bulldozer. Il joue un personnage. Assorti de cette… Alors, pardon pour la faute. De cette conférence, qu'auriez-vous envie de changer, stopper ou amplifier comme comportement? Qu'en diraient vos proches? Ça serait intéressant de vous poser la question. Et qui peut vous soutenir dans cet effort? Sur qui vous pouvez compter? Je vous donne quelques petits points pour bien finir de remplir le réservoir. Quelques points qui sont essentiels, à savoir. 1, ce qui est démontré scientifiquement, c'est que quand on a la possibilité d'avoir une personne de confiance où on peut être authentique régulièrement, c'est-à-dire vider son sac émotionnel, les personnes sont moins souvent dans le conflit et sont plus souvent dans le bien-être. Ça, c'est le premier point. Donc,
soit vous en avez dans votre entourage, soit vous l'achetez, quoi. Ah, voilà, un chien, un thérapeute, bon, voilà. Bon, un chat qui ne boit pas trop, quoi, comme ça il vous écoute. Bon, voilà. Ou un chat. Les chats, c'est bien aussi, ils absorbent l'énergie. Bon. Le cheval, enfin, il y a plein de... Un copain, un amant, enfin, bon, bref. Voilà. Premier point. Deuxième point, on vit tous sur un rythme circadien. Ce que montre la recherche, c'est que on a un cycle qui est le suivant. On peut accepter 6 jours de stress, et le 7e jour, on doit se reposer. Pourquoi ? Tous les organismes vivants, même unicellulaires, extrêmement peu complexes, ont ce rythme-là. 6 jours de stress possible, 1 journée de repos, sans stress. Pourquoi je vous dis ça ? C'est à ce moment-là qu'au niveau émotionnel, vous allez faire retomber la pression. Et c'est ce rythme-là, si vous arrivez à avoir des semaines où vous faites attention à 6, 7, que vous allez pouvoir prendre du recul. Si vous êtes dans des situations dans lesquelles, en permanence, 7 jours sur 7, même positivement, vous avez du stress, même si vous prenez du recul, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'aurez pas les bases neurobiologiques pour vous permettre de pouvoir profiter de cette prise de recul. Donc ça, c'est très important. Le dernier point aussi pour être bienveillant, je vous le dis, c'est important, bien dormir. Le sommeil, c'est essentiel. Je vous dis un truc de ce que j'observe chez mes clients, lors d'intervention, les gens se couchent trop tard. Okay. Et travaillent sur écran le soir. Travaillent sur écran ou sont sur Facebook ou des choses très intéressantes. Bon, vous savez, vous connaissez la lumière bleue. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un écran le soir, vous envoyez une lumière qui indique à travers votre cerveau qu'il fait jour. Donc votre cerveau, est-ce qu'il est en train de se dire qu'il faut s'endormir? Non. Donc vous ne préparez pas une qualité de sommeil qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Le premier niveau du sommeil, hein, c'est le sommeil profond dans lequel on se régénère au niveau cellulaire. Donc quand vous faites ça, vous perdez déjà des années de vie. Il faut le savoir. Donc c'est votre choix. Mais quand vous couchez très tard le soir, vous perdez une année de vie. Bon, parce que c'est le moment où on récupère le niveau cellulaire. Et c'est pour tout le monde pareil. Qu'il y a ceux du soir ou ceux du matin, c'est le même cycle. Voilà, c'est lié à l'histoire de l'espèce humaine. 99% du temps, on était des chasseurs-cueilleurs dehors. Il faut imaginer, et on vivait avec la lumière. Bon. Donc le soir, on se couchait, on ne regardait pas la télé, il n'y en avait pas. Premier point. Deuxième point, quand vous faites ça, du coup, vous avez des rêves et une capacité à récupérer au niveau mental, nerveux, qui est bien meilleur. Alors que si vous ne le faites pas, vous allez récupérer sur du sommeil paradoxal, c'est-à-dire à la limite vous allez vous coucher, vous levez plus tard le matin, mais c'est un sommeil dans lequel normalement vous rêvassez, qui n'est pas obligatoire, okay. Et comme il remplace le sommeil profond, il va être perturbé. Et comme par hasard, sur ces moments-là, vous allez faire des... Voilà. Ou vous allez avoir du mal à vous rappeler de vos rêves, vous voyez, alors que c'est un moment dans lequel normalement, le soi, il travaille. Il remet les choses dans l'ordre. Donc ça, c'est un point essentiel. 1, vraiment faire attention à ce rythme 6-7. Et 2, faire attention à la qualité de son sommeil. C'est vraiment un élément essentiel pour se sentir bien et pour pouvoir donner positivement aux autres. Et 3, prendre du temps de pouvoir discuter avec quelqu'un de confiance pour vider un peu son sac. Et justement, que ça ne soit pas dans le sac poubelle, là. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Puis je suis à votre disposition.